Mesdames et messieurs, bienvenue au H2H Academy Podcast, saison 3, épisode 8. Puis aujourd'hui, je réponds à la fameuse question: tu peux-tu me placer un vendeur dans ma business? Pourquoi je veux parler de ça? Parce qu'on la reçoit quotidiennement, cette question-là. Pas que c'est pas nécessairement clair qu'est-ce qu'on fait, mais on parle bien évidemment de placer des gens, placer des vendeurs. Ça fait partie un peu de notre message parce que je sais que c'est un besoin criant chez les entreprises d'avoir des bons vendeurs. Mais il y a plus qu'un oui à cette réponse-là. Il y a un oui, mais. Puis je veux prendre le temps de l'expliquer pour que toi, en tant qu'entrepreneur, qui veut embaucher un vendeur, qui veut déléguer ses ventes, qui voit l'opportunité justement de vendre plus en mettant quelqu'un là, que tu comprennes un peu le dessous, le derrière du rideau, autant pour toi dans ta business que pour la personne de l'autre côté. Puis j'aimerais ça qu'on commence à se mettre dans la tête d'un vendeur qui est performant, qui est bon. C'est quoi un bon vendeur? T'sais, c'est quoi quelqu'un qui est performant? Mais pour commencer, c'est quelqu'un normalement qui a, je veux dire pas nécessairement de l'expérience, mais qui a une capacité à tisser des liens. T'sais, c'est des gens en vente qui ont de la facilité, que ce soit au B2B ou au B2C, mais de gagner la confiance des gens. Mais ce n'est pas suffisant à être bon pour tisser des liens, pour vendre n'importe quoi. Oui, il y a certains produits, services qui vont être vraiment faciles, mais ça demande plus si on veut avoir l'excellence dans un rôle. C'est quoi l'excellence dans un rôle? C'est quelqu'un vraiment qui est rentable pour l'entreprise. C'est quelqu'un qui continue d'augmenter graduellement ses résultats. Parce qu'on cherche un vendeur qui ne va pas stagner. Si on met quelqu'un en place, que ses résultats ils stagnent, bien notre business elle stagne aussi par le fait même, puis on n'est pas capable d'aller chercher la croissance. Donc la croissance dans notre département des ventes, elle vient d'une équipe qui quotidiennement travaille à être plus performant. Donc pour que cet individu-là soit capable d'avoir d'une paye meilleure en meilleure, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, de grossir son salaire, ce qui est l'objectif de tout vendeur ambitieux, ben cette personne-là, on va devoir l'encadrer, on va devoir lui donner ce qu'elle a de besoin pour être capable de s'améliorer avec le temps. Puis pourquoi je veux parler du vendeur, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très bons avec la relation, qui sont très bons. On dit, hey, lui, il est bon aussi, je vais l'engager dans ma business, ça va performer, ça va être numéro 1, tout va bien aller. Je le vois qu'il est bon, j'ai jasé avec, il a l'affaire. Mais même si on a cette conception-là que c'est ça que ça prend, puis que c'est ça qui est nécessaire, on remarque que la majorité des embauches en vente vont se terminer soit par une mise à pied au bout de quelques mois, souvent parce que ça commence à coûter cher, soit d'avance de commission, de salaire, on a donné un pick-up, on paye du marketing puis il n'y a pas de retour. Ça va souvent se terminer par une mise à pied parce que l'entreprise elle n'est pas rentable et là, elle s'en rend compte après un certain nombre de temps. Ou deuxièmement, ça va terminer par une démission parce que le vendeur, lui, il est là pour faire de l'argent. Il est là pour aller chercher les bonnes commissions. Puis là, il va se rendre compte, après un certain temps, que ça ne marche pas ici. Je ne serai pas capable de faire des commissions. Je ne serai pas capable de faire un bon revenu. Puis, le « je ne serai pas capable de le faire », c'est pas toujours un moi, je ne serai pas capable de le faire. C'est « j'ai pas ce qu'il faut ici pour être capable ». Puis comme dans l'ère actuelle du remote closing, des closers, on voit ça partout. Il y a comme cette tendance-là à dire que c'est facile de faire de l'argent en vente. Il faut juste que tu trouves la bonne opportunité. Puis c'est pas tout à fait faux. Aller dans une business qui te donne les bonnes conditions pour réussir, qui va te donner du marketing de qualité, des prospects réellement intéressés, qui va permettre aux vendeurs de passer le maximum de son temps dans le siège conducteur en vente et non pas en train de faire de la paperasse, en train de faire de la gestion de médias sociaux, en train de faire de l'administration, ben le vendeur qui est vraiment dans ce siège-là peut, s'améliorer plus rapidement et deux, pour lui, c'est bien plus payant de faire que des ventes tout le temps. Fait que pour ça, je parle du candidat ici, mais pour ça, ce candidat-là, s'il veut vraiment performer, il a besoin, oui, d'aller trouver un siège dans lequel il va avoir le bon environnement, qu'il va avoir vraiment les bons outils, le bon coaching, le bon gestionnaire qui va lui permettre de se développer, puis d'être excellent dans ce rôle-là, de continuer toujours à avoir une croissance dans ses performances. Donc, finalement, être bien à cet endroit-là et vouloir rester là longtemps. Donc, par le fait même, le vendeur, lui,
a gagné. Il a trouvé un endroit où est-ce que ça fonctionnait bien, qu'il peut gagner un bon revenu, qu'il peut se développer, qu'il peut devenir meilleur. Puis l'entreprise, elle a fait une embauche qui va perdurer dans le temps. Donc, gagnant là-dedans. Mais c'est là que ça se complique parce que si on regarde un petit peu plus au niveau des entreprises, encore une fois, un peu avec cette tendance-là du remote closer qu'on voit dernièrement, les entreprises ont tendance à croire qu'un remote closer, par exemple, ou un vendeur qui est formé, qui a fait une formation, qui est habitué de closer, on va le mettre dans l'entreprise et sans trop s'en occuper, sans nécessairement structurer le département, ben ce vendeur-là est tellement bon qu'il va venir faire la job. Puis ça, c'est un peu là l'erreur, c'est un peu là le je veux dire qu'on se casse la gueule quotidiennement parce que je la vois partout, cette erreur-là. Je vois plein de monde qui embauche des vendeurs. Ah non, il était pas bon. En rembauche un autre. Ouais, lui non plus, il est pas toffé, il est pas... On projette toujours la faute à l'externe de dire c'était pas le bon candidat. Mais ce candidat-là, étonnamment, il s'en va ailleurs et est capable de performer. Il y avait ce qu'il faut. Puis ce qui arrive dans des situations comme ça, ce qui est plate même des fois, c'est que le candidat, lui, pense vraiment que c'est de sa faute. Puis comme asti, non, je suis pas bon, j'étais pas capable de vendre, je sais pas ce qu'il faut pour la vente. Mais c'est un mix de deux choses, avoir un vendeur qui performe. C'est la personne qui est capable de s'auto-évaluer, qui est capable de se faire coacher, qui est capable d'empathie, de bâtir des relations avec les gens, qui est capable de développer ses compétences, bref. Et que justement, il n'y a pas... il n'y a pas de bloquant dans sa compréhension de où est-ce qu'il est actuellement au niveau de compétences. Parce que n'importe quel vendeur est jamais au maximum de son niveau de compétences. Puis n'importe quel vendeur va avoir des drops dans ses compétences parce que va prendre des mauvais plis, parce que va tolérer certaines choses. C'est très, très mince la ligne de sous-performance et de sur-performance dans la vente. Fait qu'un bon vendeur va toujours vouloir travailler sur son outil qui est lui-même pour devenir meilleur. Fait qu'il y a un mix de ça, mais il y a un mix aussi de qu'est-ce qu'on lui donne pour que cette personne-là, justement, reste au-dessus de la ligne? C'est quoi l'environnement qu'elle a? C'est quoi les formations qu'on lui donne dans l'entreprise? C'est quoi le feedback qu'on va lui donner quotidiennement en tant que gestionnaire? Il y a beaucoup qui provient de l'entreprise et non pas du vendeur. Oui, ça prend la bonne personne qui a la bonne expérience, les bonnes compétences, qui va avoir le bon match avec ton entreprise. Parce que, par exemple, si tu vends des produits ou des services, je veux dire, très nichés, B2B, ça demande une expertise dans un domaine, une compréhension tellement complète, par exemple, d'une industrie que un excellent vendeur d'auto serait jamais capable d'aller faire parce qu'il n'y a pas la compréhension de ton industrie, par exemple, je sais pas moi, dans l'industrie de machinerie, je sais pas moi, agriculture, par exemple. Mais si tu connais pas le domaine d'agriculture, si tu connais pas les fermiers, comment ça fonctionne, si tu connais pas leur réalité, tu n'as jamais été là-dedans, ta courbe d'apprentissage, elle va être très, très longue avant d'être capable de bâtir des bons liens, de comprendre leur réalité, de vraiment être capable de performer là-dedans. Mais l'entreprise, c'est à elle de sélectionner la bonne personne, justement, qui a ce bagage-là, qui a la capacité d'avoir une courbe d'apprentissage un petit peu plus rapide là-dedans. Mais c'est aussi à elle de donner les outils, de donner le support à cette personne-là. Puis peu importe, là, je parle de grosses business B2B, mais c'est la même chose au B2C. Si tu vends des portes et fenêtres, si tu vends de la toiture, si tu vends des clôtures, des piscines, n'importe quoi, ben, le vendeur que tu vas engager, même s'il est excellent avec les gens, puis là, numéro 1 au niveau empathique, niveau relation client, ben c'est pas suffisant pour avoir quelqu'un qui va performer et être extrêmement rentable pour la business. Parce qu'une bonne embauche en vente, c'est extrêmement rentable. Donc, on voit ces gens-là qui embauchent, ont des attentes, je dirais pas démesurées, mais des attentes très élevées que le vendeur va tout faire, puis qu'en embauchant un vendeur, demain matin, leur business, ça va prendre 1 million de chiffre d'affaires de plus, parce qu'un vendeur, c'est ça que c'est supposé faire, mettons 1 million de chiffre d'affaires annuel. Mais la réalité, c'est que 2, 3, 4, 5 mois plus tard, on se rend compte que le vendeur est loin d'atteindre les objectifs de vente. Et, encore une fois, je répète, on le pointe du doigt. On dit c'est de sa faute. C'est pas un bon vendeur. Puis ça se peut que tu aies embauché une mauvaise personne. Mais encore une fois,
dans 90% des cas, on voit des embauches en vente qui se terminent en démission ou en mise à pied. Pourquoi est-ce que le volume est si élevé? Bien, c'est principalement parce que la majorité des départements des ventes sont peu ou pas structurés. Dans la vente, on n'a pas de playbook, on n'a pas de méthodologie de travail, on n'a pas de méthodologie de gestion non plus comme on l'a dans les autres départements de notre business. Tu sais, tes opérations dans ta business, ça doit être étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis là, tu répètes, c'est une machine à saucisses. Tu sais exactement comment faire tes opérations, comment optimiser tes rendements au niveau de tes opérations. Tu es capable de jouer. Tu as des KPI que tu tracks pour voir si tes opérations sont bien faites. Mais dans les ventes, on a souvent tendance à croire que c'est vraiment plus facile, c'est plus simple. Un bon vendeur va faire le travail, puis on n'aura pas besoin d'y porter plus d'attention. Mais quand on regarde les plus grosses entreprises, les entreprises qui font des millions et des millions de chiffres d'affaires annuels, des entreprises qui voient des croissances extrêmement rapides, c'est pas parce qu'ils ont les meilleures opérations. Oui, ils en ont des bonnes, évidemment. Mais les croissances les plus rapides sont dues à des équipes de vente qui arrivent rapidement à performer, à surperformer tout ce qu'on voit ailleurs, puis d'aller chercher des parts de marché rapidement. Puis, faut donner le crédit. Faut donner le crédit au directeur des ventes qui est en place. Faut donner le crédit au système, à la structure qu'ils ont été en mesure de mettre pour faire performer plusieurs personnes à la fois. Parce qu'un vendeur, ça peut bien se faire, en faire performer un, tu le tiens par la main, tu es toujours là avec lui, tu lui montres tout, ça peut bien se faire. Mais là, le deuxième, il est différent du premier. Ce que tu as essayé avec le premier, ça ne fonctionne pas avec lui nécessairement. Là, tu dis, OK, mauvaise embauche, je recommence. Tu recommences une autre fois, ça ne marche pas. Là, tu en as 3, tu en as 4. Là, la gestion de ces personnes-là, ils ont des up and down, ils ont des mois que c'est rentable, des mois que c'est pas rentable. Puis là, pour l'entrepreneur, ça devient une montagne russe financière parce qu'on a des bons mois, des mauvais mois, des bons mois, des mauvais mois. On a de la misère à forecaster notre production parce que, encore une fois, on essaie de déléguer nos ventes, mais c'est pas stable. Mais pourtant, on n'a rien, on n'a pas de structure, on n'a pas de façon d'évaluer ces gens-là, on n'a pas de façon de tracker leurs indicateurs clés de performance, on n'a rien en place pour être capable de leur donner de la formation continue puis de travailler sur des aspects précis de ce qui devrait améliorer en vente. Fait, je vais revenir à ma question numéro 1. Peux-tu me placer un vendeur dans le business? T'es-tu un remote closer? T'es-tu un closer? Oui. On a des gens tous les jours qui nous laissent des CV, que ce soit via Instagram, via notre infolette, via le groupe Facebook, via nos réseaux sociaux en général. Les gens nous écrivent « Hey, on cherche une job en vente, j'ai fait un cours. » J'en ai plein des gens qui nous écrivent pour ça. Puis je ne peux pas les référer à n'importe qui. Je peux pas envoyer quelqu'un dans ta business demain matin ne sachant pas ce que tu as dans ta business. Parce que de un, je veux pas te nuire. Si je t'envoie un vendeur que de un, j'ai pas pris le temps de l'évaluer puis de voir c'était qui, il m'a juste donné son CV, je risque de te nuire parce que c'est probablement pas le bon candidat. Là. Il y a un profil spécifique que tu vas avoir besoin dans ton siège en vente, dans ta business. Puis je risque de te nuire parce que tu n'as probablement pas tout ce qu'il faut pour le faire performer. Et ça devient un gamble. Est-ce qu'on va avoir une rockstar? Est-ce qu'on va avoir une licorne qui va arriver et qui va faire des ventes? Ça se peut. Je l'ai déjà vécu. J'ai déjà embauché des licornes. J'ai été chanceux. Dans ma première business de système de sécurité, maison intelligente au porte-à-porte, mon premier embauche en vente a été mon meilleur vendeur pendant 3-4 années que j'ai travaillé là-dedans. Ça a été mon vendeur numéro 1. Puis j'ai été chanceux de l'avoir embauché initialement parce que toutes les autres embauches que j'ai faites après ont jamais été aussi bonnes que lui. Puis j'avais rien fait de spécial là, pour l'embaucher, cette personne-là. On était mis en relation, ça a bien fonctionné. Parfait, je l'ai embauché. Ça a été de la chance principalement. Puis après ça, j'ai essayé plein d'affaires. J'ai embauché du monde au volume. J'ai embauché du monde vraiment précis. Puis ça a toujours été difficile. Puis la raison principale pourquoi j'avais de la misère initialement, c'est parce que mon système de formation, qu'est-ce que je mettais en place, c'était trop rapide, c'était trop vague. Je traquais pas assez de chiffres, je donnais pas assez de temps. Je pensais qu'embaucher un vendeur, puis
il allait aller vendre parce que je l'avais formé sur le produit, j'avais donné son script, j'avais donné son pitch, puis let's go, vas-y, débrouille-toi avec ça. Mais c'est avec les erreurs que j'ai réalisé de plus en plus que ça prenait plus de support, ça prenait plus de temps, ça prenait plus d'amour à leur donner pour être sûr qu'ils performent. Fait que c'est pas en misant sur une licorne ou en misant sur le hasard de dire on espère que celle-là c'est la bonne, qu'on va être capable de croître la business de façon logique, de façon mesurable, quantifiable. C'est en prévoyant une embauche où est-ce qu'on sait qu'on va augmenter ou du moins contrôler le plus possible les chances de succès de cette embauche-là. Parce qu'on a mis la bonne structure, parce qu'on a de la formation, parce qu'on a un playbook des ventes, parce qu'on suit les KPI, parce qu'on sait après 30 jours, c'est où est-ce qu'il doit être dans ses chiffres, après 60 jours, après 90 jours. On sait tout ce qui nous indique une embauche à succès, puis on peut continuer de mettre de l'effort et du temps sur cette embauche-là. Puis on sait quand c'est le temps de renvoyer avant que ça fasse 3-4 mois, puis ça allait coûter beaucoup trop cher à la business. Parce qu'à la fin de la journée, une bonne embauche, c'est gagnant pour toi, puis c'est gagnant pour le vendeur. La personne que tu as embauchée, qui performe, est contente, elle va être là pour longtemps. Tu vas vouloir lui donner ce qu'elle a besoin pour continuer d'évoluer, puis de rester dans ta business, de rester un pilier d'acquisition pour ta business. Donc, grosso modo, non, je place pas un vendeur juste pour placer un vendeur. Je m'assure que, oui, on place des vendeurs, mais qu'on met les bonnes conditions pour que ce soit un succès autant pour la personne qui va venir là, parce que on doit respecter son temps, on doit respecter ses objectifs. Là. Imagine, là, la personne, elle quitte une excellente job parce que toi, t'as promis des affaires, t'as mis ça super beau, hey, moi, tu vas faire ça chez nous. Puis après 2-3 mois, ça marche pas. Peut-être que tu l'as déjà vécu en ce moment. Je suis sûr qu'il y en a plein de gens qui vont m'écouter qui vont dire « Ah oui, ça m'est déjà arrivé. » Puis c'est plate. C'est plate pour la personne qui vient travailler chez vous. C'est plate pour toi parce que tu dois recommencer, t'as dépensé de l'argent pour rien. Elle, même si tu l'as payé, là, je sais pas, un salaire de base pendant une couple de mois, elle est pas contente. Là. C'est pas ça qu'elle voulait faire. Puis toi non plus, t'es pas content parce qu'elle a pas amené de vente. Fait que le salaire de base que tu as payé, tu l'as crissé au vidange finalement. Et le temps que tu as mis pour l'embaucher, la former, essayer de l'amener performante, c'est pas récupérable ce temps-là. Là. Tu as passé droit. Fait que si tu penses à faire ta première embauche éventuellement, s'il te plaît, réfléchis à ça, comme pose des questions, informe-toi, viens nous voir si tu as besoin d'aide, on est là pour faire ça. Mais comme pense-y, est-ce que moi, là, si j'étais le vendeur, là, sais-tu les conditions que je voudrais? Je vais-tu avoir le support que j'ai besoin? Parce que n'importe qui est vendeur aujourd'hui. On s'improvise beaucoup plus dans ce rôle-là depuis que ça a été, je vais dire, mis de l'avant énormément par le remote closing, les closers de ce monde. Fait que bref, c'est ça mon message, un petit peu décousu, mais j'espère que ça va résonner correctement dans vos oreilles. Je voulais le passer parce que fréquemment, on a beaucoup de discussions par rapport à ça. Bien sûr, on a des pubs qui... on place un vendeur gratuitement dans ta business. Oui, on place des vendeurs gratuitement tous les jours. Cependant, on veut s'assurer que quand on place quelqu'un dans un environnement où est-ce qu'on donne toutes les chances à cette personne-là d'avoir du succès et on s'assure que l'entreprise va faire une embauche qui va fonctionner et non pas une embauche hasardeuse. Donc sur ce, merci pour votre temps, votre écoute. Je vous souhaite d'excellentes ventes. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition